Alors, bonsoir Charles de Courson. Bonsoir. Député Lyotte de la Marne, ancien rapporteur général du budget, membre de la commission des finances, un des meilleurs connaisseurs des finances publiques, réputé également pour votre indépendance d'esprit et votre franchise. On a beaucoup de questions à aborder avec vous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec un membre de l'équipe Vrai ou Faux. Ce soir et cette semaine, c'est Louis Augry qui est avec nous. Bonsoir Louis. Au moment où on se parle énormément de la lutte contre le narcotrafic, se pose aussi la question de l'organisation des forces de police. Et ce matin, le député de la France Insoumise, Manuel Bompard, était interrogé là-dessus. C'est pas le rôle de la police municipale de remonter les réseaux de la criminalité organisée. C'est le rôle de la police judiciaire qui a été très largement démantelée ces dernières années par la réforme de la police judiciaire. Alors, Manuel Bompard parle de démantèlement de la police judiciaire à cause d'une réforme. De quoi parle-t-il et est-ce que c'est vrai ? Alors Manuel Bompard, il parle de la grande réforme de la police nationale qui a été pensée dès 2020 et qui a été mise en place définitivement en janvier 2024. Cette réforme, c'était l'un des grands combats de Gérald Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur. Elle avait rencontré à l'époque une vive opposition, aussi bien du côté des forces de police que du côté des magistrats. Alors en quoi elle consiste cette réforme ? L'objectif, c'était en fait de rassembler tous les services de police, le renseignement, la sécurité publique, la police aux frontières et la police judiciaire sous l'autorité d'un seul responsable au niveau départemental. Ça s'appelle le DDPN qui dépend directement du préfet. Avant la réforme, chaque service rendait des comptes un petit peu à sa hiérarchie, à son propre responsable de métier. Maintenant, on a un responsable départemental pour tout gérer. Et à l'époque, l'objectif, il était assez simple, mettre fin au fonctionnement considéré comme trop cloisonné de cette police nationale. En gros, qu'il y ait de meilleurs échanges, une meilleure coopération entre les services. On peut se dire que dans la lutte contre le crime organisé et le narcotrafic, ça peut être utile, par exemple, d'avoir de meilleurs échanges entre les services de renseignement et la police judiciaire. Mais alors, est-ce que cette réforme a créé un démantèlement de la police judiciaire, comme le dit Manuel Bompard ? Mais l'avantage, c'est que ça va faire bientôt 2 ans qu'elle a été mise en place, cette réforme, et qu'on a déjà des premiers bilans qui nous viennent tout droit du Parlement, de rapports parlementaires. Pour ce qui est des effectifs au sein de la police judiciaire, c'est difficile d'avoir des chiffres très précis qui nous viennent du ministère de l'Intérieur, mais ça fait plusieurs années que ce secteur connaît une vraie crise d'attractivité, qu'elle attire tout simplement de moins en moins de monde. Et ce que pointe un rapport parlementaire qui date du mois dernier par un député Ensemble et un député LFI, c'est que cette réforme, elle n'a pas résolu cette crise d'attractivité, sans l'aggraver pour autant, mais voilà ce qu'on peut lire. La réforme de la police nationale n'a pas permis de résoudre les difficultés anciennes. Donc difficile de parler de démantèlement de la police judiciaire qui serait directement lié à cette réforme, comme le dit Manuel Bompard, mais c'est vrai que ça n'a pas amélioré la situation. Et plus globalement, est-ce que le bilan de cette réforme est positif ? Ce qui ressort des rapports parlementaires, c'est que cette réforme, elle a pu combler certains problèmes, mais en même temps, elle en a créé d'autres. On a un autre rapport rédigé cette fois par 2 sénateurs LR et PS qui est assez critique. Selon eux, on a effectivement une amélioration de la communication entre les différentes filières de la police nationale. Ça, c'est bien, c'était l'objectif annoncé. Sauf que dans le même temps, ça a créé une autre forme de cloisonnement, cette fois-ci entre les départements. On peut lire ça. Cette organisation a dégradé les conditions du partage d'informations sur la criminalité organisée pour laquelle l'échelon départemental s'avère totalement inadapté. C'est ce que nous ont dit aussi les représentants syndicaux de la police judiciaire. En gros, certains enquêteurs se retrouvent un petit peu aveugles sur ce qui se passe dans un autre département, sur une enquête. Alors que dans le crime organisé, on se doute bien que, par définition, ça ne s'arrête pas aux frontières d'un département. Bah oui, du coup, bilan mitigé ? Bilan mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est un constat qui est suffisamment pris au sérieux, puisqu'une mission d'audit va être menée par le ministère de l'Intérieur pour savoir ce qui peut être amélioré. Leurs travaux doivent commencer en 2026. Donc bref, si on résume, parler d'un démantèlement de la police judiciaire directement lié à cette réforme qui date de 2024, comme le fait Manuel Bompard, on a compris, c'est un peu exagéré. En revanche, tout le monde s'accorde à dire que cette réforme, elle n'est pas tout à fait adaptée pour lutter efficacement contre le crime organisé. Merci beaucoup, Louis Augry. Merci à vous. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec Vrai ou Faux, l'émission. C'est le samedi à midi. Midi, voilà. Merci beaucoup. beaucoup, Louis. Charles de Courson. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler du budget, de ce projet de budget dont le volet recettes a été rejeté à une très très large majorité, à quasi-unanimité par les députés, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a voté pour, et c'est un député de chez vous, un député Lyotte. Vous vous êtes abstenu. Pourquoi ? Je suis abstenu parce que je pense qu'on est en train de détruire la démocratie parlementaire. Puisque qu'est-ce que constate le peuple français ? C'est qu'ils ont élu des députés qui sont incapables de faire un projet de budget.
Donc, le grand danger, c'est quoi? C'est pour ça que notre collègue Harold Huvar a voté par provocation, pour en appeler à la responsabilité. Si on veut qu'il y ait un régime autoritaire en France, continuons comme ça. Puisque on démontre l'incapacité de se mettre autour d'une table et d'essayer de trouver des compromis. Alors, on vote dans tous les sens avec pas des alliances, des votes parfois même contradictoires, et on arrive à une copie qui est repoussée par la quasi-totalité des groupes. Enfin, il y a 2 groupes qui sont majoritairement abstenus, 2 groupes de l'ex-minorité présidentielle. Mais donc, on voit que le système est bloqué. Donc, direction le Sénat. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer au Sénat? Il y a une majorité au Sénat, donc ils feront un projet de loi de finances. Après, commission mixte paritaire, est-ce qu'elle sera conclusive ou pas? On ne sait pas. Ça dépend ce sur quoi le Sénat se met d'accord. Moi, je pense qu'il y a plus de chances qu'elle soit conclusive que pas, mais que ce soit dans l'un ou l'autre cas, ça revient à l'Assemblée nationale pour un vote final. Et là, en l'état actuel des choses, quand bien même il y aurait une abstention du groupe socialiste en contrepartie d'un certain nombre de choses qu'ils avaient demandées, est-ce qu'il y aura une majorité? Il est trop tôt pour le savoir. Ça dépend de ce qu'il y aura dans soit l'accord de commission mixte paritaire ou dans le texte du Sénat s'il revient après échec de la commission mixte paritaire. Et donc, vous l'excluez pas totalement qu'à la fin, il soit voté ce budget? Il peut être voté, enfin la probabilité qu'il soit voté est inférieure à celle, la probabilité qu'il ne soit pas voté. Ça dépend de discussions, de négociations qui se feront un peu au Sénat et puis surtout en commission mixte paritaire et après dans le vote final. J'ajoute que le gouvernement peut amender, s'il y a un accord en commission mixte paritaire, il peut encore déposer des amendements avant le vote final, pour tenir compte de certaines demandes de certains groupes. Quand vous dépeignez les 125 heures qui viennent de se dérouler, on a l'impression que vous êtes un peu affligé. Est-ce que vous en imputez la responsabilité à tel ou tel groupe politique, ou vous trouvez que globalement, il y a une responsabilité commune? Et est-ce que finalement, tout ce qu'on nous a raconté sur le regain de l'Assemblée, le parlementarisme restauré, c'était une plaisanterie? Le problème, c'est que l'actuel Premier ministre, en fait, a déposé un projet de loi de finances qui était assez proche de ce qu'avait proposé Bayrou, avec des mesures... Moins d'économies. Oui, ou certaines économies dont il savait qu'elles ne seraient jamais votées. Vous voyez ? Donc, moi, je trouve qu'il n'a pas pris assez d'indépendance par rapport à son prédécesseur. Ceci dit, à sa décharge, il a eu très peu de temps. Très, très peu de temps. Et c'était une erreur de se priver d'emblée du 49.3 qui aurait pu permettre l'adoption d'un texte sans vote? Écoutez, c'était une demande qui avait été faite par nos collègues socialistes auxquels le Premier ministre a donné satisfaction sur ce point. Mais vous savez qu'il n'y a pas que le 49.3, il y a aussi le vote bloqué. Et puis, s'il n'y a pas de budget, on votera comme l'année dernière une loi spéciale. C'est la loi. Mais sur le fond, on a l'impression que beaucoup à l'Assemblée regrettent maintenant, y compris chez les socialistes, que le gouvernement soit privé de l'outil du 49.3. En se disant, en gros, ça permet de ne pas assumer un certain nombre de choses quand on est contre, de faire porter la responsabilité sur le gouvernement, et puis ça passe. Oui. Mais vous pensez, vous pensez quoi? Je pense qu'on est dans une période dangereuse, si vous voulez, je vous le disais tout à l'heure. C'est qu'au fond, l'Assemblée nationale démontre son incapacité à trouver des compromis. Alors ça, c'est dangereux, parce que ça veut dire que la démocratie parlementaire ne fonctionne plus. Et donc, si elle ne fonctionne plus, mettez-vous à la place de nos concitoyens et qui voient ça. Moi, je reviens de ma circonscription, je n'ai entendu que partout, mais qu'est-ce que c'est que ce chaos, voire ce B, etc. Oui, pourquoi vous êtes incapable de vous mettre d'accord, etc. Et donc, si ça dure encore des mois et encore 17 mois jusqu'au présidentiel, moi, ma grande inquiétude, je l'ai dit plusieurs fois, y compris en public, c'est que les Français diront on veut un gouvernement fort, une démocratie, voilà, pour remettre de l'ordre dans la maison. Et alors là, tout le monde hurlera. Alors, je dis, il sera trop tard. Pour éviter ce que vous diagnostiquez comme un danger.
qu'est-ce qu'il faut faire? Vous considérez qu'Emmanuel Macron se mettre autour d'une doit table. Partir plus tôt? Il faut se mettre autour d'une table et de dire à quelles conditions, parce que la priorité, c'est de réduire la dépense publique. Mais ce n'est pas la même priorité pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Certains disent, par exemple, nos collègues de LFI disent c'est pas un problème, on vote l'impôt universel, ça fait entre 15 et 25 milliards, le problème, il est réglé. Attendez, il n'y a qu'un malheur, c'est ce qu'ils ont proposé et qui a été voté. Oui, mais en sachant que ça ne serait pas appliqué. Non, mais il est inapplicable. Il n'est applicable. Vous savez, l'impôt universel, ça consiste à dire, pour les grands groupes, par exemple, ils ont 10 milliards de bénéfices, on répartit le bénéfice au prorata du chiffre d'affaires dans chaque pays. Oui. Non mais attendez, mais les autres pays, c'est contraire à nos conventions bilatérales avec chacun des pays, c'est contraire au droit communautaire. Vous n'allez pas les changer, les LFI. Comment, s'il y a une loi spéciale, on va se retrouver en janvier. Dans le même cas, il va falloir de nouveau se mettre d'accord et ça peut de nouveau traîner. Oui, mais ça peut durer beaucoup plus de temps que peut-être l'année dernière, enfin cette année, puisque cette année, ça n'est qu'à la mi-février qu'on a eu un budget grâce à l'abstention de nos collègues socialistes qui ont obtenu un certain nombre d'engagements qui ont été au moins partiellement tenus. Et donc, on peut vivre avec la loi spéciale jusqu'en septembre-octobre et puis voter une loi de finances rectificative de fin d'année pour ajuster les crédits. Commence à entendre un certain nombre de responsables politiques, finalement, qui laissent entendre que pour eux, ça serait un moindre mal, la loi spéciale. Ça serait peut-être un moindre mal, mais là encore, ça montre notre incapacité, si vous voulez, à nous mettre d'accord. Et il faut bien voir qu'une loi spéciale interdit aux ministres et au gouvernement toute décision nouvelle ayant une incidence budgétaire. Absolument. Jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et la fin de l'année prochaine, la campagne des présidentielles, elle est lancée. Alors, ça veut dire que vous, parce que j'essaie de trouver, non pas de trouver une solution ce soir, mais vous pensez qu'il faudrait mieux dissoudre maintenant, partir faire du passé table rase, avancer la présidentielle comme le propose Édouard Philippe en disant, en gros, Emmanuel Macron dit qu'il va partir, même si c'est pas tout de suite, de manière à apaiser le jeu. Profondément, vous pensez qu'on s'en sort comment? Bon, alors, la première hypothèse, c'était le président démissionne. Il a annoncé qu'il irait jusqu'à la fin de son mandat. Il a été élu démocratiquement, très bien. Donc, cette première porte soulevée par Édouard Philippe, elle est fermée. La deuxième hypothèse, c'est une deuxième dissolution. Mais tout le monde sait ce qui va se passer s'il y a une deuxième dissolution. C'est pas moi qui le dis. Interrogez les membres de la minorité présidentielle, ils sont 160 députés. Vous aussi, vous dites ça, la minorité présidentielle. C'est une minorité présidentielle, ils sont 160 sur 577, ça fait quand même pas beaucoup. La minorité présidentielle, ils me disent on reviendra à 35-40. Bien. Les Républicains me disent qu'ils reviendront à 15-20. Les socialistes me disent on gagnera peut-être quelques sièges, mais pas beaucoup. Voilà. LFI, semble-t-il, perdra des sièges. Et le grand gagnant de cette dissolution, ça sera le Rassemblement national, d'ailleurs, qui demande la dissolution. Et donc, c'est pas pour ça qu'il y aura une majorité. Et donc, qu'est-ce qui se passera? Le pays sera encore plus ingouvernable. Mais c'est le président de la République qui a le pouvoir propre de dissoudre, à moins qu'il soit devenu fou. Je ne vois pas le président de la République faire une deuxième dissolution dont tout le monde sait ce qui va se passer. Et à ce moment-là, on dira, les législatives, c'est pour ou contre Macron. Mais en même temps, si on s'enfonce comme dans un débat budgétaire qui va durer des mois, il faudra bien faire quelque chose. Non, vous pouvez tenir jusqu'en mai 2027 comme ça, jusqu'au présidentiel. Puisque tout le monde sait que les présidentielles, quel que soit le président élu, il dissoudra immédiatement pour essayer d'avoir une majorité. Alors, Lyot, c'est connu pour être une espèce d'électron. Non. C'est pas méprisant. On n'est pas des électrons. Vous êtes surtout libre. D'accord. Oui, c'est ça. Oui. J'allais finir ma phrase. Vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure pour savoir qui vous semble les plus irresponsables dans cette... Ceux qui disent il faut tous vos augmenter collègues, la dépense publique et augmenter encore plus les recettes publiques. On est le pays qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé. C'est la thèse de nos collègues et les filles qui disent il n'y a pas assez dans les services publics, il faut augmenter la dépense et il faut augmenter encore plus la recette de façon à réduire le déficit. Ça, c'est une position extrémiste. Ouais. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut plus augmenter les prélèvements obligatoires, il faut réduire les dépenses publiques. Ça, c'est l'air. Et c'est officiellement LR, mais ils ont quand même été au gouvernement.
Et ils n'ont pas réduit la dépense publique. Elle a continué à augmenter. Alors vous voulez baisser les dépenses, on va en parler, mais juste sur les recettes. Est-ce qu'il y a certaines recettes, certaines hausses de recettes qui ont là été votées à l'Assemblée où vous dites, bah oui, ça, oui, pourquoi pas? Non, il y a des petits ajustements, si vous voulez. Prenez l'exemple de l'impôt sur le revenu. Nous, on était au groupe Lyotte pour indexer au moins la première. On pouvait discuter la première, voire la deuxième tranche. La deuxième tranche mais pas basse, les autres. Alors que le gouvernement proposait la non-indexation totale. Moi, je l'ai dit au gouvernement, ça ne tient pas la route, votre affaire, hein, puisque vous allez avoir, je crois, 250, 300 000 de nos concitoyens non imposables qui vont devenir imposables. Bon, il y avait la mesure sur les 10%, on supprimait les 10% sur les retraités au profit d'un abattement forfaitaire. Ils n'avaient pas vu que la conséquence, c'était sur des gens non imposables qui perdaient un certain nombre de prestations sociales, puisque leur revenu augmentait de 11%, hein, puisque on prenait, dans le calcul, les allocations au logement, par exemple, des gens non imposables, modestes, voire très modestes, perdaient 400 millions d'allocations au logement. Vous voyez ? Donc, alors ça, on l'a écarté au profit d'un système en disant, maintenons les 10% et jouons sur le plafond, puisqu'il y avait un plafond. Donc, nous, c'était aussi notre position dans notre groupe. Ouais. Donc, il y avait des ajustements, mais le problème central, il était en deuxième partie. Qu'est-ce qu'on a vu en deuxième partie ? Pratiquement pas de proposition d'amendement d'augmentation, de réduction, je veux dire, et il n'y avait que des amendements pour augmenter la dépense publique, mais comme il y a l'article 40, vous savez, on fait plus X, moins X. Il faut mettre en même temps. Plus X, moins X, mais dans la même mission, vous voyez, et avec des amendements disant, bien entendu, notre intention n'est surtout pas de réduire tel programme de telle mission, hein, mais c'est d'augmenter, vous voyez. Bon, voilà, c'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable. Alors, je veux dire, vous êtes sur votre sujet, c'est les niches fiscales. Vous pensez qu'il faut vraiment réformer les niches fiscales. Il y en a beaucoup trop. Et puis, vous êtes aussi favorable à une diminution du nombre de fonctionnaires. Est-ce qu'il y a des fonctionnaires aujourd'hui dont on pourrait se passer? Et si oui, lesquels? Mais sur le premier point, sur les niches fiscales, on a à peu près 90 milliards de niches fiscales. Il y en a 454. Il y a de tout là-dedans. Il y a des minuscules niches fiscales. Bon. Les grandes niches fiscales, c'est quoi? Le crédit d'impôt recherche. Bon, moi, personnellement, je suis pour le crédit d'impôt recherche. On peut un peu mieux l'ajuster, mieux le calibrer. Le deuxième, c'est le CESAP, c'est-à-dire le crédit d'impôt de 50%, le taux le plus élevé de toute l'Europe continentale, 50%, et sur 24 types d'interventions. J'adore citer l'une d'entre elles, qui est très modeste, puisqu'elle ne coûte qu'1 million. Vous savez que si vous n'avez pas le temps de promener votre chien et votre chat, vous pouvez faire appel à quelqu'un. Voilà. Si vous n'êtes pas bon en informatique, vous pouvez venir faire un coach. C'est le crédit d'impôt pour les emplois à domicile. Voilà, pour les emplois à domicile. Il y a jardinier dedans aussi. Comment ? Il y a jardinier, par exemple. Alors, les jardiniers. Alors, là encore, si vous voulez, de recalibrer tout ça, hein, et de dire, est-ce que le taux de 50%, oui, ça a créé des emplois, et surtout, ça a réduit le travail au noir. Le black, voilà. On estimait le black à 50% de ce marché, et actuellement, on l'estime autour de 20%. Mais on pouvait baisser de 50 à 45%. Ça n'aurait aucune incidence sur le retour. On estime qu'en dessous de 40%, là, une partie des gens repartiront au travail au noir. Mais vous voyez, que si vous diminuez de 50 à 45%, bah, grosso modo, comme ça coûte maintenant, ça vous économisez à presque 800 millions, 750 millions. Vous voyez, et après, vous avez le Dutreil. Alors, le Dutreil, vous savez, on nous a expliqué pendant des années que c'était 500 millions. Puis 800 millions. Régime favorable à la transmission des entreprises intrafamiliales. Des entreprises. Et maintenant, la Cour des comptes estime à un peu plus de 5 milliards. Voilà, excusez de l'incroyable sous-estimation de ce montant. Moi, je suis pour la loi Dutreil, parce que je pense que c'est l'intérêt national de faciliter la transmission des entreprises. Mais est-il normal que si vous mettez dans votre holding familial votre appartement ou votre hôtel particulier à Paris, vos résidences secondaires, votre yacht, vos chevaux, etc., ils bénéficient de 75%. Alors là, c'est la deuxième fois que je dépose l'amendement, et là, il a été adopté en disant uniquement les biens professionnels, ceux qui sont liés à l'exploitation. Vous voyez, donc il faut toiletter, parce que moi j'en ai parlé avec le MEDEF. Le MEDEF disait il ne faut pas toucher. Je lui ai dit non,
si vous voulez protéger la loi Dutreil, il faut bien la concentrer sur son objet, qui est la transmission d'entreprises familiales. Voilà. Il a été d'accord, d'ailleurs, là-dessus. Mais ça fait quelques économies, vous voyez. C'est d'éplucher tout ça et d'avoir une approche autour d'une question simple. Est-ce que l'objectif de cette niche fiscale, elle est atteint ou pas atteint, ou détourné de son objet? Qu'est-ce qui fait que personne n'est raisonnable? C'est l'obsession présidentielle? Je pense qu'en France, hélas, il est plus populaire d'augmenter la dépense que d'augmenter la recette. Surtout quand on vous dit qu'on fait payer les riches. Alors, vous savez ce que disait Coluche. Qu'est-ce qu'un riche? C'est le mec qui gagne plus que moi. C'est assez bien vu. C'est un problème relatif. Vous voyez? Alors, quand vous dites, par exemple, l'impôt, la taxe Zuckman, elle ne concerne que 1800 familles dont le patrimoine dépasse 100 millions. 100 millions, enfin 100 millions. Qui a 100 millions? Il y a 1800 familles en France qui ont 100 millions. Mais pourquoi la taxe Zuckman a été repoussée, y compris par des collègues de gauche qui se sont abstenus pour la plupart, parce qu'ils voyaient bien que cette taxe Zuckman, non seulement elle ne rapporterait pas, mais elle ferait perdre des impôts par la délocalisation. Et voire, elle serait annulée d'ailleurs par le Conseil constitutionnel, puisque c'était une taxe de 3%, donc tous les biens qui rapportent moins de 3%, c'est expropriatoire. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a annoncé qu'un rapport serait publié pour expliquer la baisse de la TVA attendue. Il y a un trou de 5, voire 10 milliards dans les recettes de la TVA, après le dérapage des recettes fiscales de 2024. On peut se demander est-ce qu'on est vraiment mauvais en calcul ou est-ce qu'on a un problème de sincérité dans nos prévisions? Alors, quels sont les faits? En 2023, écart de 5 milliards en moins entre les prévisions de la loi de finances initiale pour 2023 et la réalisation. 2024, écart de 11 milliards. Et 2025, donc cette année, le gouvernement avait prévu 10 milliards d'augmentation de la TVA. Il a réajusté au Sénat en catastrophe à plus 5 et on est à 0. Et les dernières remontées de TVA montrent qu'on est même un peu en dessous. Donc on peut perdre encore 1 à 2 milliards. C'est-à-dire qu'on serait à 6, peut-être 7 milliards de moins-value fiscale. Alors la grande question, c'est pourquoi? Oui. Alors, je me tue à dire depuis plus de 2 ans que qui prévoit la recette de TVA? C'est la direction du Trésor sur la base d'un modèle, excusez-moi, néo-keynésien, et qui vous explique, parce qu'il a été calé sur le passé, que les Français ont un taux d'épargne de 14,5% et que donc, si le taux, qui actuellement est de 19%, mécaniquement, il va redescendre à 14,5%. Eh bien non, pas du tout. Les Français ont changé de comportement. Et ils épargnent de plus en plus et ils consomment de moins en moins. C'est-à-dire que la consommation, elle est flat. C'est une première raison qui me paraît fondamentale. Pour la 3e année consécutive. Et on s'acharne à continuer à croire à ces modèles calés sur le passé qui sont inadaptés. Il y a une deuxième raison qui est le problème du dispositif européen d'exonération de droits de douane sur tous les colis de moins de 150 €, qui est complètement détourné et dans lequel beaucoup de ces colis sont déclarés, par exemple, à 30 ou 40 €, alors qu'ils sont à 150, voire au-delà de 150 d'ailleurs. Et donc, ça fait des pertes de TVA considérables. Il peut y avoir d'autres phénomènes. Et donc, Madame de Montchalin nous a annoncé qu'elle mandatait l'inspection générale des finances pour étudier comment s'explique que le produit de la TVA est quasiment flat depuis 3 ans. Une dernière question. Le général Mandon, le chef d'état-major des armées, a suscité un tollé en disant la semaine dernière qu'il fallait accepter de perdre nos enfants face au risque de conflit avec la Russie. Qu'avez-vous pensé de ces propos? Mais le général Mandon ne fait que rappeler qu'un peuple qui veut vivre libre, il doit être capable d'envoyer son armée lorsqu'il y a des combats. Et il y a des pertes. Et d'ailleurs, notre armée a subi des pertes. On a subi des pertes au Mali, on a subi des pertes dans les OPEX, c'est des opérations extérieures. Bon, un peuple qui n'accepte pas le prix du sang ne peut pas vivre libre. Et comment vous expliquez la réaction française? Parce qu'il y a des pays en Angleterre, il y a des pays en Allemagne
qui, quand le chancelier Merz dit c'est peut-être notre dernier été en paix en Europe, ça ne suscite pas un tollé pareil. On est devenu quoi, mou. Mais c'est ce que pense Poutine. Poutine a la même analyse des démocraties occidentales qu'Hitler dans les années 30. Il pensait que les démocraties occidentales étaient faibles. C'était pas mal vu au début. Hein. Ne voulaient pas se battre, voilà, et qu'il fallait avancer, hein, et qu'ils ne réagiraient pas. Enfin, ils feraient des protestations, bien entendu, ils n'interviendraient pas. Donc ça a commencé par la fusion Autriche-Allemagne. L'Anschluss. L'Anschluss, rien dit. Deuxièmement, les Sudètes. Alors là, Chamberlain et Daladier sont allés dans le nid d'aigle de Hitler pour signer un accord en disant oui, et Hitler disant bien entendu c'est la dernière fois, etc. Voilà, et puis il y en a une après. Jusqu'à l'attaque de la Pologne. Et là, mais pour revenir à aujourd'hui, pardon, on n'a plus beaucoup de temps. On est dans le déni, Charles de Courson, aujourd'hui. Je pense qu'il faut montrer au gouvernement Poutine que les Occidentaux sont prêts à se battre. Parce que nous sommes 500 millions, il est 140 millions. Il a des moyens économiques qui n'ont rien à voir avec les nôtres, donc on a des moyens très importants. Et dans le cadre de l'OTAN, avec les Canadiens, voire les Américains, de montrer qu'on ne cédera pas. Quand j'ai vu l'éventuel projet, qui paraît-il est un faux, les 28 conditions d'un éventuel retour de la paix, c'est les accords de Munich. Hein. C'est exactement le même schéma. Heureusement, les Occidentaux, les Européens, on dit pas question. Et on continuera. Là-dessus, vous êtes avec le président Macron, vous êtes d'accord avec lui. Merci beaucoup, Charles de Courson, d'avoir été notre invité. Oui. On doit rendre l'antenne aux informés. Merci d'avoir été notre invité.